Julia Kristeva, le 4 mai 2020, À Paris. Bonjour à Paris. bonjour Julia Kristeva. Bonjour Keren, comment allez-vous? Ça va bien, je vous remercie. Et vous, comment allez-vous et que ressentez-vous en ce moment? Écoutez, je suis comme une des 4 milliards des habitants de cette terre confinée à la rue d'Assas à Paris, dans mon appartement où je vis avec ma famille, où je reçois mes patients aussi, parce que on fait des analyses par téléphone pour rester fidèle aux règles de barrière et de confinement. Et qu'est-ce que je ressens? D'une certaine manière, ça ne me change pas beaucoup parce que le travail de l'écriture, mais aussi l'analyse, mais aussi le rôle de la mère et de l'épouse et de la femme qui s'occupe des choses fondamentales de la vie, c'est de tenir la maison. Donc, je me sens dans mon élément. Mais avec le temps et en sortant dans les rues, en écoutant grâce à nos moyens de communication que nous utilisons aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde, je sens que nous arrivons à un moment crucial de ce que j'appelle l'accélération anthropologique que nous vivons depuis quelques années déjà, hum, et qui était virale avant que les virus apparaissent. Et quand je dis viral, j'entends 3 choses. D'abord, une sorte de fascination, accaparement, séduction. Ensuite, une, inflammation, une exaltation, qui peut être aussi destructrice. Et enfin, une explosion et quelque chose qui se termine, qui s'anéantisse sans qu'on voit où ça va. Et ces trois éléments, je l'avais dans mon esprit reliés au terme de viralité. Et je l'employais souvent comme une métaphore, par exemple pour les gilets jaunes qui d'abord nous ont séduits, après ils ont tout cassé et après nous sommes retrouvés avec les Black Blocs dans Paris dévasté sans savoir quelle est la suite, sans programme, sans avenir. On peut dire que les Trump, ou plutôt les, les vidéos et les euh, papiers que le président Trump envoie ont quelque chose de viral par rapport à la gouvernance mondiale à laquelle il s'infiltre et qui se délite par la même occasion. Et on ne sait pas très bien où est l'autorité politique aujourd'hui. Cela concerne également tout ce qui est loi politique en France, la loi sur la retraite et même les élections qui sont allées vite et n'ont débouché sur rien. Donc on a l'impression d'une excitation et d'un délitement qui venait de l'extérieur. Et avec le virus euh, Covid-19, comme on l'appelle maintenant, nous avons cette pathologie à l'intérieur de nous. Et nous sommes obligés, d'une certaine façon, d'affronter cette destructivité sans programme et sans avenir à l'intérieur et à l'extérieur. Et cela demande à la fois beaucoup de vigilance, beaucoup de sérénité et une certaine manière de réévaluer nos valeurs, comme on dit, et de poser peut-être de nouvelles valeurs, en tout cas de nouvelles priorités pour le jour d'après. Les livres, et l'écriture ont toujours été fondamentaux pour vous, fondateurs pour vous. En quoi est-ce qu'ils vous semblent encore plus indispensables aujourd'hui? Mais écoutez, on a parlé tout à l'heure avec mon mari Philippe Solers du fait que maintenant on va faire du déconfinement et on ne parle pas des librairies. En Italie, paraît-il, les librairies vont être déconfinées, on a entendu un moment, mais pour ce qui est de la France, où le livre quand même et la librairie et l'édition sont des piliers du pacte républicain depuis au moins le XVIIIe siècle,
eh bien, ils sont en crise. Ce qui ne veut pas dire que l'écriture en tant qu'acte personnel décline, parce que j'imagine comme moi et d'autres que je connais autour de moi, dans notre solitude, on continue cette expérience. Mais le sort de la littérature, de la librairie, de l'édition, se joue maintenant. On ne sait pas très bien où ça va. Ça fait partie justement des valeurs et des expériences qui me paraît indispensable de sauver. Je dis souvent que par-delà les mesures politiques dont on parle beaucoup, quand vous ouvrez la télévision, il y a tous les jours de nouvelles mesures qui nous promettent, par exemple, à la place euh, du capitalisme effréné, sans frein, comme on dit, du libéralisme déchaîné, un capitalisme numérique qui serait meilleur parce qu'il ferait les choses sur mesure et parce qu'on pourrait valoriser grâce à l'outil numérique et grâce au budget de l'État d'ailleurs qu'on sollicite et qu'on aurait réévalué les métiers de soins, etc. Mais je pense que nous n'avons pas d'autre solution face à la crise que de mettre la personne au centre. Et la personne, ça passe par l'expérience intérieure. Et là, je retrouve un mot de Georges Bataille qui me vient souvent à l'esprit dans la situation d'aujourd'hui, qui rejoint le confinement, la viralité et l'écriture. L'expérience intérieure, c'est l'approbation de la vie jusque dans la mort. Et c'est ça que fait l'écriture. Et Bataille était très juste, je pense que je l'interprète à ma façon, mais il me semble que c'est ce qu'il dit en réalité. Il s'agit pas de quelque chose de mystique et d'insaisissable, mais d'une véritable euh, résurrection, contestation des normes. Résurrection après et contestation d'abord, des normes qui font que je ne me replie pas sur moi-même, mais que je vais au fond de moi-même et j'essaye de retrouver des secrets du non-dit pour me vouer à une passion de reconstruction de moi avec les autres. Et ce sens de l'expérience intérieure me semble faire partie de ce qu'il y a de plus précieux, de plus lumineux dans l'héritage culturel européen, dans ce carrefour gréco-judéo-chrétien que représente la culture européenne. Et si nous n'arrivons pas à sauver par l'écriture, entre autres, mais peut-être en priorité pour moi, cette expérience intérieure, euh, il y aura quelque chose qui sera perdu non seulement pour notre culture européenne, mais je pense pour l'ensemble de cette mondialisation un peu trop inconsidérément ouverte et qui est maintenant en chaos si ce n'est pas en débâcle. Donc, essayons de retrouver cette source, de la consolider, de l'ouvrir au désastre humain qui se profile aujourd'hui et d'essayer de nous réparer et de réparer le monde avec elle. Il y Et a ça, quel- ça me paraît passer par l'Europe. Il y a quelqu'un d'autre qui nourrit vos expériences intérieures, c'est Dostoïevski, qui est véritablement un compagnon de vie pour vous et auquel vous consacrez d'ailleurs une anthologie chez Buchet-Chastel. Quel miroir est-ce qu'il nous renvoie des temps qui courent? En quoi est-ce qu'il peut continuer à nous nourrir aujourd'hui? Mais écoutez, votre question tombe tout à fait à propos et à partir de ce que nous venons de dire, parce que dans cette expérience de l'écriture telle que je vous l'ai décrite, je me sens comme une survivante. Peut-être parce que aussi je suis née un jour après la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale, que j'ai vécu la guerre froide et maintenant la nouvelle guerre. Et Dostoïevski était un survivant. Il était survivant du bagne d'abord, parce que tout en étant élevé dans l'orthodoxie chrétienne, il était devenu un grand adepte des idées françaises, comme on disait, des idées libres contre le tsarisme, contre le sevrage, le servage. Il faudrait qu'on répare cette phrase contre le tsarisme, contre le servage, et il était condamné à mort.
monté sur l'échafaud, il devait mourir quand son jugement a été changé et il a été gracié pour vivre au bagne. Et c'est par l'expérience du bagne, avec la proximité qu'il avait avec ce peuple de criminels, mais aussi de croyants et des gens qui essayaient de survivre dans des conditions extraordinaires, qu'il est devenu le grand écrivain qui va se révélé dans les textes publiés après la sortie du bagne, qui passe par le carnet de la maison morte, après le carnet du sous-sol, et puis vous avez l'idiot, les frères Karamazov, bien sûr, les possédés. Et toute cette espèce de sondage, de mise à nu des passions humaines que nous avons dans sa littérature. Et je le trouve extrêmement contemporain. J'ai eu la chance d'avoir une proposition de l'éditeur Buchet-Chastel pour écrire dans la collection Les auteurs de ma vie une anthologie, c'est-à-dire des choix de textes de Dostoïevski et une préface. Et j'ai essayé de trouver, ce qui n'était pas difficile parce que je suis obsédée par la modernité, j'essayais de trouver des éléments qui n'ont pas été encore commentés dans son œuvre. Et je l'ai trouvé particulièrement moderne. Par exemple, à partir du thème de la féminité persécutée, du féminicide, les grands personnages de Dostoïevski comme Nastasia Philippovna ou la douce ou la boiteuse sont des femmes très fermes et fières, comme des saintes, disait-il, mais qui ont été tuées. Et toute cette fragilité, mais aussi provocation que la liberté féminine présente dans le monde moderne et qui peut faire de ces femmes des victimes à abattre, est déjà mise en scène, mise en mots, mise en analyse dans ces livres. Il y a aussi une question très, très inattendue de la pédophilie, comment l'homme refoulé, tourmenté, sans valeur, nihiliste, a franchi un dernier point qui est l'abus de l'enfant. Ce sont des thèmes qu'on n'avait pas découverts chez Dostoïevski lorsqu'on veut le confiner à, si on peut dire, dans la foi et le nationalisme russe orthodoxe. Et puis, de manière très, comment peut-on dire, inattendue, j'ai trouvé dans un de ses livres qui est très contemporain aussi, qui est L'adolescent, une description de ce qui se passe aujourd'hui. Le père de l'adolescent, qui s'appelle Versilov et qui est un voltairien, un homme moderne, euh, envisage que l'avenir de l'humanité va être extrêmement apocalyptique. Tous les États, dit-il, vont faire faillite. Tous les États ensemble, les banques vont être en banqueroute, les peuples qui se sont révoltés 170 fois finiront par se révolter une énième fois, et les pauvres vont prendre la place des actionnaires, mais pour devenir actionnaires à leur tour. Et c'est l'apocalypse, dit-il. Et son fils lui dit, mais moi je ne crois pas en Dieu. Et lui, il répond, oui, tu as raison, parce que l'être humain tel qu'il est n'est pas une chose aimable. Mais il faut quand même faire et l'aider, enfin, s'approcher de lui, l'aider et le sauver. Et il y a seule façon de le faire, c'est de trouver, de réinventer l'humanité telle que tu la vois. Et je trouve que cette phrase tout à fait symptomatique de ce qui nous reste à faire maintenant et de ce que fait l'écriture de toute façon. Écrit, réinventer l'humain tel qu'il se présente en nous, ce qui veut dire le faire survivre par-delà les circonstances. Et c'est une forme d'espoir sans illusion, mais qui demande beaucoup de dévouement. Il y a, autre chose dont il parle, vous le disiez, c'est la vie et la mort qui est très présente dans son œuvre. Nous vivons dans une société, qui occulte complètement la maladie, la vieillesse et la mort. Or, en ces temps de coronavirus, elle nous explose à la figure. Qu'est-ce que cette période nous dit précisément de nos fragilités, de nos peurs, et des vôtres aussi?
Nous avons occulté en effet, à travers le culte de l'humanité renaissante, active, conquérante, productrice et jouissive, nous avons occulté la finitude. Et nous avons laissé ce domaine, cette essence en fait de l'être humain aux religions dont nous croyons que c'était un peu la proie. Enfin, c'est la religion qui célèbre et qui a capturé cette dimension. Moi, je me considère comme Dostoïevski aussi d'ailleurs, quelque croyant qu'il fut, un enfant de l'incroyance, du doute, un enfant des Lumières. Et c'est avec un juif sans Dieu, comme Freud, que je fais ce voyage. Et c'est dans l'expérience du transfert, c'est-à-dire de la relation entre l'analysant qui emploie à ses angoisses, y compris l'angoisse de mort, et l'analyste qui essaye de l'accompagner dans ses angoisses aiguës. C'est donc dans cette dimension, dans une sorte de lien profond, de partage de l'intimité la plus douloureuse, la plus insupportable et en effet la mortalité elle-même, que nous trouvons par cette communauté du singulier et de l'autre, deux piliers d'ailleurs du judaïsme, qu'on trouve la capacité de faire face à cette finitude humaine. Donc je pense que dans cette reconstruction de l'humain qui s'impose après la crise, la place de la psychanalyse, de cette découverte freudienne de la mutualité des mortels, par la parole, va être quelque chose d'incontournable. Vous le dites. Alors, oui. Pardon, vous le disiez au début de l'entretien, que vous continuez à exercer, ce métier de psychanalyste malgré le confinement, grâce aux écrans, grâce aux moyens modernes. Qu'est-ce qui vous frappe le plus chez vos patients, en ce moment, que ce soit concernant leurs inquiétudes ou leurs confidences? Ce qui me frappe surtout et ce qui était une révélation pour moi, c'est combien les nouveaux moyens de communication, loin d'être des artifices qui peuvent, faire barrage à l'intimité et nous conduire à un discours abstrait et superficiel, au contraire, heu, fonctionnent comme des membranes entre, les personnes. Les patients laissent leur téléphone à côté d'eux, sur le lit, sur le divan ou à la table. On ne se voit pas, on n'entend que les voix. Et il y a une telle souffrance aiguë, jusqu'à la mortalité évidemment possible, que la personne se dénude, devient extrêmement sincère et dit des traumatismes jamais communiqués, jamais nommés, qui font que nous arrivons à des moments de régression extrêmement profonds, qui peuvent être dangereux si les mêmes personnes ne trouvent pas les ressources vitales pour rebondir. Et je trouve que les analysants, c'est une espèce humaine qui est évidemment fragile, mais qui a fait le pari de pouvoir rebondir. Et c'est possible grâce à ce lien de confiance que nous créons. Et à partir de là, ce qui me frappe, qu'on établit une communauté, ce que j'appelle moi une reliance transférentielle, contre-transférentielle, qui n'est pas un vaccin, mais qui est comme une sorte de contrefort psychosomatique qui repousse l'effondrement. Et c'est ça qui se passe. On peut me parler d'un traumatisme d'enfance, de cancer d'une mère dont je n'ai jamais entendu parler, de violence familiale, même de désir adultère qui agite un couple qui se déchire parce qu'il n'arrive pas à se supporter avec les enfants et le télétravail, etc. Mais la vitalité que la parole qui met en communication cette situation leur confère permet de repousser l'effondrement. Il y a une espèce de renaissance qu'on entend et c'est extrêmement prometteur pour notre travail.
Cette vitalité, elle est aussi, frappante chez vous. Elle était également reflétée dans vos mémoires qui étaient, composées d'entretiens avec, Samuel Doc et qui s'intitulaient «Je me voyage». Comment est-ce que vous vous voyagez aujourd'hui et comment vous espérez rebondir après cette crise du coronavirus? Mais écoutez, ça rejoint le début de notre conversation. En effet, je suis confinée, mais je n'arrête pas de me voyager. Donc, ce voyage dans la chambre autour de moi-même, qui remonte à des expériences de Balzac, en passant par Montaigne et autres grands écrivains de littérature française et que je fais à ma façon, me permet justement de ne pas me sentir immobile. Et je vais essayer, ce qui reste à faire et dans le déconfinement sera la chose la plus compliquée, d'incarner ce mouvement que beaucoup d'entre nous, avec d'autres moyens que moi, ont maintenu, c'est-à-dire cette survivance, de l'incarner dans de nouvelles relations sociales, dans un remodelage du cadre social, de nos habitudes, des moyens de vivre avec la terre, avec les métiers, avec le politique. Je ne suis pas très, très optimiste. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de résistance avec la crise économique qui va suivre. Les situations risquent d'être plus tendues et le lien social plus difficile qu'avant. Mais puisque je me définis non pas comme une optimiste, mais comme une pessimiste énergique, je pense qu'on peut y arriver. J'en suis convaincue en tout cas. Merci beaucoup Julia Kristeva et surtout portez-vous bien. Merci à vous, Karen, et à bientôt à À Paris. bientôt, avec plaisir. Au revoir. Au revoir.